Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous retrouve pour cette deuxième partie consacrée au mouvement Diqiu Huayuan, le jardin terrestre, qui a été fondé par Elsa Yalei de son nom en chinois. Comme elle l'a expliqué dans le précédent épisode, après avoir suivi des cours de design en permaculture avec Steve Cran, cela fait une dizaine d'années qu'elle promeut un mode de vie s'insérant dans le cycle de la nature. Depuis l'an dernier, elle a trouvé un terrain à Xingang, dans le comté de Jiayi, juste à côté du musée de la campagne que je vous présenterai bientôt. J'y suis allée il y a quelques semaines pour assister à la construction d'une cabane en bambou. Après un petit rappel du projet par Elsa, aujourd'hui, la parole sera principalement aux participants. Tout au long du processus, nous espérons inspirer les gens, qu'ils viennent voir ou participent pour qu'ils se rendent compte qu'une telle vie, c'est non seulement possible, mais aussi enviable. Nous allons non seulement produire des choses à vendre, mais aussi fournir des services, donner des cours, par exemple, pour partager les clés d'un modèle qui permet de revenir à la terre, comment devenir plus autonome, cultiver ce dont on a besoin, comment construire une maison dans laquelle on peut récolter l'eau de pluie pour la douche, l'eau qui va ensuite au jardin, les toilettes sèches qui permettent de faire au compost, utiliser les panneaux solaires d'occasion, etc. En un mot, comment réinsérer notre vie dans le cycle de la nature. C'est plus important, car dans notre système actuel, on est sorti du cercle de la nature. Par exemple, quand on lave les légumes, l'eau va dans une usine de retraitement, ça consomme beaucoup d'énergie. Et on y ajoute des produits chimiques, puis c'est relâché dans l'océan. Cette eau ne revient pas à la terre pour arroser les légumes et former un cercle vertueux. J'espère qu'ici, on pourra monter un modèle de maisonnette où l'eau de la douche peut servir à arroser le potager et où l'on mange ce que l'on a planté. Comme ça, on réduit la consommation d'énergie, on réduit le gaspillage. C'est mieux pour l'environnement et justement, c'est parce que l'on habite là que l'environnement se porte bien. Pour Elsa, ce n'est pas vraiment un éco-village, mais une tentative de créer un nouveau modèle qui pourrait à terme essaimer dans les campagnes taïwanaises pour les redynamiser. Cela offrirait des opportunités d'installation aux néo-ruraux qui n'ont pas les moyens d'acquérir un lopin de terre, tout en tissant des liens avec les villageois qui sont souvent des personnes âgées au fur et à mesure que les campagnes vieillissent. Lorsque j'étais sur place, il y avait 6 personnes qui vivaient là-bas, 3 à venir régulièrement et d'autres qui donnaient un coup de main pour des ateliers ou le week-end. Hao Min s'est installé depuis 1 an. De temps en temps, il travaille encore ponctuellement à l'extérieur en indépendant, mais il nous explique pourquoi il passe maintenant la majeure partie de son temps sur place. J'aime bien cet environnement, le fait qu'on puisse cultiver, apprendre et être plus proche de la terre. Avant, j'habitais en ville. Je voulais me rapprocher de la nature, mais je n'avais pas d'argent pour acheter un lopin de terre. Judy vit aussi à Xingang depuis 1 an. C'est en 2023 que j'ai connu Elsa par les réseaux sociaux et son grand projet qui n'est pas facile à mettre en œuvre. J'ai beaucoup d'estime pour elle. Avant, je voulais vivre ce genre de vie, mais je n'avais pas d'amis qui partageaient cette envie et je pensais que je n'avais pas les compétences. Donc, je continuais à travailler tout en gardant cela dans un coin de ma tête. L'an dernier, Elsa a trouvé cet endroit. Alors, quand c'est devenu de plus en plus concret, j'ai démissionné pour déménager ici où je vis maintenant. Comme je suis célibataire, ça n'a pas été trop compliqué. Pourtant, la vie à Diqiu Huayuan était pour Judy un changement de vie radical et au début, la situation n'était pas du tout idyllique. Je suis une citadine à 100%. Je n'ai pas d'expérience de la campagne. Je ne savais pas cultiver la terre, mais je voulais ouvrir de nouvelles perspectives dans ma vie. Elsa est très inspirante. Je m'entends bien avec elle. Je lui fais confiance et ma voix
intérieur m'a dit de venir ici. Je n'ai pas trop réfléchi, je suis venue tout simplement. Et j'ai commencé à apprendre. L'an dernier, on était très occupés parce qu'ici, c'était le foutoir, tu ne peux pas t'imaginer. C'était rempli d'objets inutilisables amassés par le propriétaire pendant 20 ans. Nous ne pouvions pas encore habiter sur place. Il a fallu d'abord tout enlever et nettoyer. Ça a duré 4 mois avant de pouvoir nous installer ici. Quand j'y repense, j'ai du mal à réaliser car par rapport à maintenant, c'est le jour et la nuit. Ziting est venue à Diqiuhuayuan dans le sillage de son amie Judy pour passer des vacances avec sa fille Pony et puis ça lui a bien plu, alors elle a décidé d'emménager l'automne dernier. Mais à ce moment-là, j'ai prévenu Elsa que comme je suis mère célibataire, j'avais quand même besoin de travailler à côté. Et c'est incroyable, elle m'a rappelé 2 jours après pour me dire qu'il y avait justement une opportunité d'emploi. Je travaille maintenant comme guide au musée de la campagne qui est juste à côté. Alors qu'elle est aussi citadine, elle n'a pas eu trop de problèmes d'adaptation et se plaît bien ici. Et sa fille aussi, même si ses amis de Taipei lui manquent, elle adore sa nouvelle école, faire du vélo dans les rizières et porter compagnie aux animaux de la ferme. Bien sûr, il y a toujours de petites frictions entre les gens, précise Ziting, mais c'est le cas partout. Il faut l'accepter et essayer de garder une attitude tolérante, se dit-elle. Wei Hao, ingénieur en mécanique, vit à Taichung, mais il essaye de venir une fois par semaine à Diqiuhuayuan. Au début, c'est par le livre Anastasia que j'ai connu les éco-villages et le fait que cela pourrait contribuer à résoudre de nombreux problèmes. Je ne trouve pas de sens à mon travail et j'ai donc cherché à rejoindre un éco-village. C'est par Sally, qui a entrepris des actions de guérilla verte à Taichung, que j'ai connu ce projet Diqiuhuayuan. Je viens en général le week-end car je continue à travailler en parallèle. Ma famille ne pourrait pas comprendre si je démissionnais, mais je viens dès que je peux. Discret mais expérimenté, il est toujours prêt à aider, que ce soit pour cultiver, nettoyer ou construire. Wei Hao donne un coup de main là où il y en a besoin. Alors je lui ai demandé de me faire visiter les lieux. Le potager où des sillons sont en train d'être creusés pour récupérer l'eau de pluie, la chèvre, le stockage des matériaux et des outils, l'endroit où des tiny houses seront construites dans le futur. Il y a aussi de vieux bus abandonnés et je me dis qu'ils pourraient devenir des lieux de jeu pour les enfants. Quand je lui demande ce qui pourrait être amélioré, Wei Hao m'explique que ce dont ils auraient le plus besoin, c'est de davantage de volontaires qui puissent venir régulièrement pour acquérir de l'expérience. Florent, un Français qui habite à Wufeng, est aussi parmi les volontaires et sympathisants de Diqiuhuayuan. Il a constaté un intérêt de certains jeunes pour ce type de projet. Et je pense que là, on arrive à une espèce de période critique où des jeunes s'aperçoivent qu'ils n'ont pas envie d'aller bosser dans une usine toute la journée. Par contre, ils ne savent pas utiliser leurs mains. Et ils ne savent pas où se tourner pour utiliser leurs mains. Je m'aperçois que les jeunes sont demandeurs d'informations et puis de lieux pour permettre ce potentiel de s'exprimer. Parce qu'en fait, les humains ont tellement dénaturé leur environnement qu'il n'y a plus que des espaces formels où en fait il faut appeler un plombier, il faut appeler un électricien, il y a des normes, le trottoir on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, même dans un parc on peut pas monter un arbre, on peut pas faire de vélo. Avant, tout le monde devait participer à la vie collective, plus ou moins, on aidait le voisin, il y avait sûrement les bœufs à sortir, rentrer, tout le monde mettait plus ou moins en commun certaines ressources. Mais maintenant, c'est devenu tellement standardisé la vie en fait. La partie manuelle, réflexion, elle a quasiment disparu. Mais on peut aussi comprendre que l'environnement fait qu'il n'y en a plus besoin. Puisque maintenant, il suffit de regarder son téléphone, de commander à manger, d'avoir répertorié tous les gens dits professionnels, ou bien électriciens, ou bien le ciment, ou bien le carrelage, enfin bref, avant il fallait, je pense que ça c'est encore valable dans les coins un peu retirés de Taïwan, comme par exemple des Poulois, des villages aborigènes. Malgré tout, comme disait Wei Hao, il faudrait que plus de monde vienne aider, ce qui veut dire qu'en réalité, les jeunes qui s'intéressent à ce type de projet, ça reste un phénomène marginal.
C'est marginal, ça c'est évident que c'est marginal parce que quand on a un scooter ou une voiture, la clim, un téléphone, transpirer, suer, avoir les mains sales, franchement, avoir de la poussière de bois ou de bambou ou avoir des herbes qui collent partout aux vêtements, franchement, alors qu'on pourrait rester devant sa télévision avec la clim, franchement, Non mais, alors moi je suis pas du tout comme ça, moi au contraire je fuis la clim, je fuis le ventilateur, je fuis la télé, donc ça me pose pas de problème, mais effectivement ça dépend de la personnalité des gens. Et c'est pas le tout de créer un environnement propice pour faire ces activités-là, c'est que la vie actuelle fait que, à moins de vraiment lâcher sa vie et de se tourner vers autre chose, il est difficile de jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire que la plupart de ces gens, il faut quand même qu'ils travaillent. Donc ils n'ont qu'un week-end. C'est une question de temps. En tout cas, on peut dire qu'une des choses qui donne envie d'aller donner un coup de main à Dicho Huayuan le week-end, c'est qu'on y mange bien et qu'en plus, on sait d'où vient ce que l'on mange. Quand j'étais sur place, il y avait même un volontaire hawaïen d'origine taïwanaise, Fidel, qui était très doué pour la cuisine. Yeah, it's been good. People are friendly and... C'est bien ici, les gens sont sympas. Je suis content parce que je peux cueillir les plantes que je veux dans le jardin et faire la cuisine avec. Je suis intéressé par les plantes sauvages et par un mode de vie sobre. A minimal lifestyle. Les salades préparées par Fidel étaient particulièrement appréciées. Et pour mettre de l'ambiance, il joue aussi du ukulélé. Les gens sont contents d'être ensemble, j'ai remarqué, et de faire des choses ensemble. Mais il n'y a plus tant d'occasions que ça de le faire. C'est assez fabuleux qu'il faille créer de façon un peu artificielle, alors qu'avant, dans la vie de tous les jours, on était obligé. Il fallait préparer à manger, il y avait les petits qui, très tôt, même chez les aborigènes, ce sont des enfants de 10, même pas 10 ans, qui prennent soin de leurs frères et de leurs sœurs. Donc après, il faut aider les parents au champ, avec les bêtes, il faut préparer à manger, il faut préparer le feu. Je pense que c'est une partie de la vie qu'on a un peu oubliée. Donc je trouve que faut que les gens ils aient... Mais comment on peut leur donner envie de sortir pour faire des choses comme ça, sachant qu'ils vont se dire « Ah ben zut, il fait chaud, il va y avoir des moustiques, Et oui, plus on s'habitue au confort, plus c'est difficile de revenir à la terre. J'ai demandé à Elsa comment les gens qui habitent sur place sont sélectionnés et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de sélection. Elle n'essaye d'ailleurs pas de les retenir. Si cela leur apporte quelque chose, ils restent. Ceux qui ne sont pas faits pour ça repartent. Simplement, s'il y a une nouvelle personne qui veut s'installer durablement sur place, il faut d'abord que les autres résidents soient tous d'accord. Donc les gens vont et viennent, c'est une manière de fonctionner qui est organique. Les différentes tâches aussi sont organisées comme ça, de manière très flexible. On discute quasiment au jour le jour de ce qu'il y a à faire le lendemain et chacun fait ce pourquoi il est le plus doué ou donne un coup de main là où il manque quelqu'un. Au début, ce n'est pas facile cependant, car l'équipe a dû passer du temps à déblayer les déchets qui étaient entassés sur le terrain avant de pouvoir s'y installer, tout en donnant des cours dans le cadre d'une subvention du ministère de l'Environnement. Des cours qu'Elsa tient à garder à un prix très abordable pour que ce soit ouvert à tous. En attendant que le lieu soit plus développé et puisse accueillir des activités artisanales, maraîchères ou éducatives qui rapportent des revenus plus conséquents et permettent de construire des tiny houses pour avoir plus d'intimité, les résidents vivent sur leurs économies et sur un pot commun. Elsa nous explique. On met de l'argent en commun pour payer l'électricité, les matériaux, les outils, la location de la terre. On organise des marchés, on donne des cours à l'extérieur, des visites guidées. Ça ne représente pas beaucoup de revenus, mais avec ça, on arrive à vivre. Et on n'arrive même pas à manger tout ce que l'on plante, sans compter les voisins qui nous donnent sans cesse des légumes. Je me suis rendu compte qu'à la campagne, on ne meurt pas de faim. En ville, en revanche, on est obligé de payer chaque repas. Les dépenses de nourriture, loyer et transport sont incompressibles. Donc, on est obligé de gagner pas mal d'argent. Ici, on ne travaille pas outre mesure et on vit bien. Parfois, certains membres vont travailler quelque temps à l'extérieur et cela suffit pour vivre. Mettre en place un modèle économique durable ne sera certainement pas le moindre des défis pour cette communauté dans les années à venir.
Pour clore cet épisode, avant celui de la semaine prochaine qui sera consacré à la construction d'une cabane en bambou à Diqiuhuayuan, je vous propose de terminer avec les témoignages de Judy et Ziting sur leur vie sur place. Par certains aspects, cela rend heureux. Le matin, on se réveille avec le chant des oiseaux. On voit des écureuils, on interagit avec les poules, la chèvre. C'est quelque chose qui était inimaginable dans ma vie d'avant. Petit à petit, j'essaie de laisser derrière moi mes habitudes de citadine, par exemple. En ville, on peut vivre dans un appartement nickel, mais ici, un tel niveau de propreté, c'est impossible. Il faut s'habituer à la poussière, aux mouches, aux moustiques, aux insectes. C'est un peu leur maison aussi, non ? Oui, c'est chez eux. J'ai réalisé que c'était à moi de m'adapter. Au début, c'était un peu difficile, mais maintenant, je m'y suis habituée, d'autant plus que c'est moi qui l'ai voulu. C'est un grand défi. J'aurais pu choisir de ne venir que le week-end, mais au final, je n'aurais peut-être pas osé changer de vie. Finalement, le fait d'avoir déménagé quasiment du jour au lendemain fait que j'ai vraiment changé de vie. Je ne regrette pas mon choix. C'est une très bonne expérience. Quand j'ai pris ma décision, une petite voix m'a dit « Si tu sautes le pas, tu auras un cadeau », mais je ne savais pas lequel. Maintenant, je sais. J'ai découvert en venant ici que la vie peut être très simple. Chaque jour, c'est bien manger, bien dormir, regarder le lever et le coucher du soleil. À chaque fois que je vois des gens récolter des légumes, je suis émue car je comprends que la terre prend soin de nous. C'est complètement différent de la vie en ville où on achète ses légumes au supermarché. J'ai l'impression que le ciel a prévu cette expérience pour que je comprenne ce qu'est la vie. Avant, j'étais dans la survie. Ici, c'est la vraie vie. Laila